Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Écoféminisme. Ce soir, j'ai un invité d'honneur, un invité qui nous vient de l'ambassade de Madagascar. Donc, notre invité, c'est Monsieur Andrea Arajan, qui est conseiller politique auprès de l'ambassade de Madagascar à l'Union européenne. Andrea, bienvenue chez Écoféminisme. Merci. Donc, Andrea, est-ce que vous pouvez expliquer votre mission auprès de l'Union européenne, la mission permanente du développement durable, ainsi que votre rôle en tant que conseiller politique? Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation, avec plaisir. À qui je tiens à cœur, parce que effectivement, ça nous fait sortir un peu du cocon de toutes nos réunions où on discute entre nous. Là, on s'adresse au public et la finalité de toutes nos actions s'adresse au public. Donc, en ce sens, je vous remercie pour cette initiative que je... Merci à vous d'être présent aujourd'hui. Je sais bien que vous avez un agenda très chargé, mais voilà, vous avez choisi de parler des Journées européennes de développement et de donner, entre autres, et de donner plus de détails à notre public concernant le développement durable. Donc, pour planter un peu le décor, pour ceux qui connaissent un peu les institutions de l'Union européenne, j'avoue, il faut avouer quand même que l'Union européenne est une institution des plus importantes, sinon la plus importante, en tout cas en matière d'aide au développement, et qui regarde un peu le Sud tel qu'est constitué par nos pays. Entre autres, par exemple, il y a une structure qui est, disons, liée à l'Union européenne, même si cette structure est indépendante. S'appelle le groupe des États ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Donc, en son sein, c'est là que tourne le fameux Fonds européen de développement qu'on entend souvent. C'est-à-dire que chaque programme quinquennal, on est donc au 11e FED aujourd'hui, donc qui a démarré donc 2014 jusqu'en 2020, un peu plus long parce que la fin justement des accords, ce qu'on appelle l'accord de partenariat économique et à Cotonou avec les ACP, c'était en 2020. Donc, il y a cette dernière partie donc, de financement de FED sous la forme classique qui a démarré donc, il y a plus de 40 ans maintenant. Et ce fameux FED, c'est des budgets quand même qui tournent autour de 33 milliards, équivaut à un accord entre les pays occidentaux à mettre 0,7% de leur budget national consacré au développement. Ce qui fait que l'Union européenne, quoi qu'on peut dire, ou des greffes qu'on peut avoir sur certaines exécutions des programmes, n'en reste pas moins qu'il est le premier bailleur d'aide au développement, et surtout en termes de dons au développement dans le monde. Donc les pays composants, ce sont 79 pays des ACP qui composent donc ce groupe des ACP, ont des travaux permanents pour décliner comment cette aide-là, au fait, arrive dans chacun de nos pays et comment donc sont déclinés et surtout collectivement défendre tout l'intérêt qui ont été définis dans ces programmes d'aide et notamment du Fonds de développement. Et à ce titre, donc, bon, je représente Madagascar de manière individuelle. On défend les intérêts de Madagascar, particulièrement sur tout ce qui est aide au développement. N'en reste pas moins que de manière collective. Donc, bien sûr. On travaille aussi par rapport à l'ensemble de ces pays qui sont, il faut l'avouer, des anciennes colonies de chaque État membre de l'Union européenne. Bon, la plupart étant la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, mais bon, on est tous regroupés ensemble pour tirer le meilleur parti avec des idées qui sont maintenant des idées devenues mondialisées, et notamment à travers l'ancien objectif millénaire de développement, jusqu'en 2015, et qui a changé maintenant en objectif de développement durable. Donc ces questions-là, c'est au cœur même de problèmes qu'on regarde chaque jour, qu'on essaye d'améliorer chaque jour pour une meilleure efficience et efficacité
de l'appui, je dirais, au développement. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des Journées européennes de développement? Donc, vous avez participé à plusieurs conférences, des ateliers, des workshops, des conférences, des tables rondes, etc. Est-ce que les Journées européennes de développement cette année étaient donc une réussite comme d'habitude? Parce que chaque année, on a vraiment une rencontre ou un sommet presque entre guillemets l'unique à Bruxelles entre l'Europe et l'Afrique, avec les grands donc chefs d'État, avec les grands politiciens, les grands leaders du monde européen et africain qui se rencontrent 2 jours sur le site de Tour et Taxi à Bruxelles. Ben, c'est un événement, une très belle initiative s'il en a fallu une. Ouais. Et je crois qu'effectivement, d'année en année, le succès grandissant, c'est un point de rendez-vous important. Important, je donne même au même titre d'importance qu'une réunion, je dirais, sur le développement, que ce soit à Genève ou à New York, sur l'ONU. Je reviens juste un peu pour l'année 2015, qui est l'année, pour moi, l'année la plus importante, où les 3 principaux accords mondiaux donc, ont été mis ensemble. La première, donc, c'est la définition même des objectifs de développement durable. On va en parler certainement un peu plus, parce qu'ils nous concernent tous, et plus particulièrement les pays du Sud et les pays d'Afrique. Deuxièmement, il y a eu ce qu'on appelle la 3e conférence pour le financement de développement, parce que c'est bien beau de fixer des objectifs, encore faut-il bien définir l'appui financier, qui finance quoi et comment on finance toutes ces belles idées. Et la dernière, donc au mois de décembre, c'est l'accord de Paris sur donc la lutte contre le changement climatique, appelé communément COP21. Je rajoute une petite particularité dans ma mission par rapport à la question de tout à l'heure. Chaque pays membre des ACP, donc la diplomatie, est représentée aussi auprès de l'Union africaine. Et donc là, à peu près sur les mêmes thématiques qu'on fait aux ACP, on se retrouve entre pays africains. Les ambassadeurs et les diplomates des pays africains donc, sont regroupés au sein de ce qu'on appelle le groupe des ambassadeurs africains à Bruxelles, GGAB. Et là aussi, on aborde les mêmes thématiques, mais cette fois-ci avec l'Afrique du Nord, très importante. Donc c'est une coopération sud-sud. Ça pourrait l'être, justement. Elle est très bonne comme remarque, parce que effectivement, au sein de ce groupement, l'Union africaine a une vision un peu plus africaniste, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi. Et là-dedans, donc, on est moins dans l'interdépendance par rapport à l'Union européenne, parce qu'il s'agit de notre maison mère, si je peux le dire. Donc, pour revenir aux journées donc, européennes de développement, 2015, je dis, c'était le plus important parce qu'on a réalisé justement, on a préparé les objectifs de développement durable avec toute une notion. La première d'entre elles, qui était déjà une reconduction de ce qui était aux objectifs mondiaux de développement donc auparavant. La première des objectifs, c'est éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Donc éliminer. Avant, c'était une réduction, maintenant, il s'agit d'éliminer. Bien sûr, il y a eu des évolutions, hein, mais ce n'était pas vraiment tellement une réussite, je dirais, l'OMD, parce que s'il y a eu une évolution statistique où les bonnes choses sont passées, c'est surtout le fait des pays asiatiques. Mais les pays africains sont malheureusement restés encore très en deçà des objectifs qui ont été fixés. Le numéro 2, c'est éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. C'est capital, c'est vraiment très important.
Et surtout, donc, avec des objectifs, comment faire de la production durable, agricole, oui. Notamment dans nos pays. Donc, je le décline comme ça parce que c'est à la fois l'objet même des Journées européennes de développement. Après, vous avez un certain nombre d'objectifs où je vais peut-être pas éliminer toutes les ODD, mais par rapport aux Journées européennes. Oui. Vous avez aussi ce qui a été bien ressenti cette année, cette fois-ci, donc à justement tout ce qui est réaliser l'égalité des sexes et l'autonomiser toutes les femmes et les filles. Donc ça, c'était un point important. Très important. On a fait avec un cible très précis, c'est mettre fin dans le monde entier à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles. Ça, donc là, vous avez une déclinaison de plusieurs ateliers qui a été là. Et c'est ainsi que Mme Mohamed, la secrétaire adjointe générale des Nations Unies, donc, qui était venue intervenir, parce que c'est quand même plein de hautes personnalités. Oui. Madame Lagarde aussi, sur le plan entrepreneurial des femmes, a aussi donné un peu le ton là-dessus. Et l'autre objectif ciblé, c'était de dire que garantir la participation entière et effective des femmes. Et leur accès en toute égalité aux fonctions et à la direction de tous les niveaux décisionnels de la vie politique, économique et public. Oui, ça on le sent notamment dans plusieurs pays africains comme le Rwanda, et d'ailleurs le chef d'État rwandais était au rendez-vous. Et donc c'est un pays qui applique la parité homme-femme au niveau politique. Voilà. Donc si je prends une statistique comme ça, emblée, cette problématique est encore plus criante, je dirais, dans les pays moins avancés, les pays PMA. Où pratiquement 40% bon, disons, les femmes ne représentent que même pas 30% dans les emplois non agricoles. D'emplois non agricoles, donc dans les PMA, alors que la parité était presque moitié en Belgique, par exemple. Donc, dans la plupart des pays, donc les femmes ont moins de chances que les hommes participer au marché de travail ou avoir un emploi ou tout au moins en position de recherche active des emplois. Et quelles sont les actions qui peuvent être menées dans la réalisation des objectifs du développement durable? Alors, les objectifs de développement durable est un engagement important où chaque pays, chaque chef d'État ont contribué à définir ensemble et à accepter donc de mettre en œuvre cet accord. Enfin, tous ces objectifs. Donc il revient évidemment au pays, à chaque pays, de déterminer comment donc il compte décliner ou opérationnaliser chaque objectif qui se sont engagés, c'est un engagement. Il n'en reste pas moins que dans les pays en développement du Sud, et notamment les PME, tous ces pays n'ont pas les moyens de leur propre réalisation des choses. Ce qui fait que toutes les partenariats, parce que désormais c'est un partenariat entre bailleurs et récipiendaires, en particulier l'Union européenne, dont je l'ai dit tout à l'heure. Donc toutes les actions se font à l'aune des objectifs de développement durable. Donc comment réaliser tous ces objectifs, et en particulier ceux dont je viens de dire, le numéro 1 et le numéro 2, mais aussi les objectifs comme l'énergie, qui est très importante, et le changement climatique. Ouais. Ça sera notre question dans notre conversation, parce que c'est la question clé.
Parce que comme notre émission est intitulée Écoféminisme, donc on est fort concentré sur les sujets de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi l'égalité homme-femme. Vous venez d'évoquer l'égalité homme-femme qui est l'un des objectifs majeurs des journées européennes de développement, mais aussi la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, quelles sont les mesures prises au niveau du continent africain pour lutter contre le réchauffement climatique? Et surtout au niveau de journée européenne de développement. Alors, j'avoue que lors des journées européennes de développement, c'est surtout le rappel de ce qu'on s'est donné comme objectif dans l'accord dit accord de Paris. L'accord, certes, donc a été signé, engagé par les 196 pays qui étaient présents. Il n'en reste pas moins que on est dans la phase de déclinaison pour toute la mise en œuvre. L'Union africaine a déjà établi un certain nombre de priorités pour donner donc à chaque pays. Et aussi quelques mesures principales, et notamment, par exemple, pour tous les pays du Maghreb, toutes les mesures qui devaient être prises pour les grandes villes, ou déjà des actions, parce que les villes sont tellement denses, polluées, qui polluent beaucoup, et des mesures qui se rapprocheraient de mesures qui devraient être menées ici en Europe, dans des grandes villes. Mais pour le reste, surtout l'accent est mis sur la résilience et l'agriculture durable. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur la menace globale sur notre bien commun, parce qu'il s'agit d'un bien commun, bien sûr, la planète. Ce qui est malheureux dans l'histoire, et ça je tiens vraiment à le dire particulièrement ici, c'est qu'on contribue très peu, en tout cas l'Afrique, à la dégradation, à la pollution, et à la pollution, à la dégradation de l'atmosphère. Mais on subit les pleines conséquences de ces dégradations-là. Surtout des pays comme le Sénégal et l'Égypte qui ont eu des températures inestimables l'année passée. Mais il n'y a pas que ça, il y a tous les phénomènes de catastrophes naturelles qui nous tombent dessus. Et le Madagascar aussi. Madagascar a subi des cyclones violentes, mais dont on n'a jamais subi, avec des vents qui sont enregistrés à 300 km/h par moment. Donc, les cyclones ou les tempêtes deviennent de plus en plus fréquents, et qui plus est, de plus en plus fortes. Et vous voyez bien le lien pour les dégâts que ça peut provoquer. Donc, voilà que je prends un exemple. Dans le sud de la France, il y a 2 ans à peu près, tout le monde a oublié d'ailleurs, qu'il y avait justement un phénomène climatique à catastrophe naturelle. On a oublié déjà pourquoi. Parce que le lendemain du catastrophe, vous voyez tous les bulldozers, tout ça rentrer en action pour dégager, remettre les zones en état. Le surlendemain, déclaration de catastrophe naturelle, donc les assurances sont rentrées en ordre, tout le monde est remboursé, tout le monde est revenu dans son état normal, on a oublié. De même intensité qui s'est passée au nord de Madagascar, c'est 70% de la récolte du riz, aliment principal de base de ce pays, qui est mis par terre. Donc, et on va mettre nous on mettra des années à se relever de cela. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on exige beaucoup dans cet accord de Paris. Bien sûr, parce que ça a un impact sur... Ça a un impact, d'abord, on exige... La nutrition, sur la pauvreté, sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses, parce que toutes les il y aura même des réfugiés climatiques. Alors là, c'est le vrai problème que ça va se passer. Dans les pays ACP, on a déjà reçu une statistique fiable, vérifiable, qu'il y a 20 millions de réfugiés climatiques à ce jour. 20 millions à ce jour. À ce jour, 20 millions, qui ne viennent pas encore en Europe, mais dû aux sécheresses, principalement d'ailleurs, un déplacement dans des différentes régions d'Afrique en particulier.
Donc, vous vous rendez compte, si aujourd'hui on ne prend pas la conscience bien sûr. De cela, ce sera en 2020, au plus bas de critiques, au moins 100 millions. Donc, où vont-ils aller? L'instinct humain, c'est de survivre. C'est un instinct humain. Bien sûr. Donc, vous avez beau faire des barrières là où la personne, l'homme, peut vivre, ils vont faire tout en sorte d'aller de l'autre côté où ils peuvent vivre. Vous pouvez avoir la Méditerranée, ce sera un mouroir de toute façon, mais il faut que les gens y viennent et y passent. Donc aujourd'hui, on exige, au fait, dans cette plan de développement, qu'il y ait un financement, et notamment le financement vert climat. Vert climat, oui, le fonds vert. Fonds vert. Oui. À ce que là-dedans, on aide beaucoup à la résilience, c'est-à-dire qu'on appuie les pays qui n'ont pas les moyens de le faire, à ce qu'ils résistent, qu'il y a plus de résilience par rapport aux effets catastrophiques et dégradation du changement climatique. Par ailleurs, nous groupe des Union africaine en tout cas, et ACP, on exige aussi ce qu'on appelle le principe de pollueur-payeur. C'est bien un proverbe français qui dit « qui casse les verres les paye ». Nous, on n'était pour rien. Le bien commun étant cette planète Terre, je crois que en droit, c'est un droit international, c'est quand même un bien commun de l'humanité. Si vous le dégradez, on subit les conséquences, on demande réparation. Cette idée-là, si tout le monde est d'accord, ça ne passe pas encore. Donc on compte sur la COP 23, qui sera bonne, sous la présidence d'un des pays ACP, Fidji, pour essayer de faire avancer ce point-là. Parce que c'est important. Et que pensez-vous de la responsabilité des États-Unis qui s'est retiré de l'accord dernièrement? Et c'est pour venir à cela, justement, c'est que c'est là où c'est vraiment inquiétant. Et on se bat tous contre, parce que le fonds vert climat, au fait, le financement c'était établi à 100 millions de dollars d'ici 2020. La constitution du fonds est en partie par rapport aux émissions, aux pollutions qu'on émet. C'est à peu près, c'est pour ça que je parlais et là, disons que c'est au moins 25% de ce fonds-là qui est attribué aux États-Unis parce qu'ils polluent à la hauteur de 21%. Parce et si vous additionnez les États-Unis, la Chine, l'Inde, vous êtes déjà presque à la moitié de l'émission de CO2 dans le monde. Donc ces trois pays sont très importants. Il s'avère que les États-Unis, même si dans les faits, ils vont quand même, ils ne sont pas bêtes à ce point, à faire avancer les choses, malgré tout, faire ce genre d'annonce, de donner ce sentiment négatif sur cette histoire de changement climatique pose beaucoup de problèmes. Comme je dis, eux, ils ont subi encore pas tout à fait les conséquences, comme j'ai dit en Europe tout à l'heure, donc on n'en prend pas conscience. Mais chez nous, c'est dans notre chair et dans notre peau qu'on subit déjà les choses. Il y a un phénomène aujourd'hui très important qui est lié. C'est au fait, schématiquement, il y a des courants marins. Mais l'élévation de température des marins a fait changer le courant et qui a créé une zone d'est en ouest, une grande zone qui traverse toute l'Afrique, ce qu'on appelle le phénomène El Niño, qui a porté une sécheresse absolue. Assez grave. C'est grave. Et bon, il y a des mesures aujourd'hui, on prend conscience, ça a été discuté aux Journées européennes de développement, entre autres, mais pour moi, pour l'instant, c'est que des mesurettes, c'est des mesures ponctuelles, temporaires, face à une situation. Mais en même temps qu'il faudrait faire cela, parce que c'est obligatoire, évidemment. En même temps aussi, il faudrait que chacun de nos pays ait un peu plus, justement, d'action beaucoup plus inclusive, je dirais, et beaucoup plus holistique dans l'approche de chaque problème, parce que
Je dis tant qu'il n'y a pas cette résilience, quand on demande par exemple, aujourd'hui, nous on sait que les grands laboratoires européens ou occidentaux, Monsantos ou Limagrain, sont capables aujourd'hui de faire pousser des plantes en période de sécheresse, sans pas être trop d'eau. Il y a une technologie, une technique qui est mise au point, mais c'est breveté. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'à un moment, écoutez, il faudrait peut-être que, pour une situation de catastrophe, de menace qui est pour tout le monde, c'est parce que tout le monde y gagne dans l'histoire. Si déjà on nous donne, à la limite qu'on ne nous donne pas, mais qu'ils appliquent tous ces brevets-là des plantations résistant à la sécheresse, ou à l'inondation, donc c'est toujours possible. Il y a des types de plantes. Donc ce sont des petites mesures, mais qui nous on essaie de réclamer, qui changent la vie de qui va changer tous les jours. Parce qu'avec la sécheresse, c'est pratiquement la moitié de la production d'Afrique subsaharienne qui est en danger. Aujourd'hui, le lac Tchad, on a entendu parler, comment les choses deviennent dramatiques, ils sont en train de s'assécher et tout. Donc cette collaboration Nord-Sud et partenariat Nord-Sud devient très importante, mais il faut le voir à l'aune de toutes ces questions, notamment climatiques, de manière technique. C'est le changement qui devrait être opéré. Au lieu d'une aide classique, ancienne, de développement dans nos pays. Absolument. Et quel est le rôle des femmes dans la lutte contre le réchauffement climatique en Afrique particulièrement ? Vous savez comment sont structurés la plupart des pays africains, dont les femmes ont le rôle le plus important. Et ce qu'on vient de dire là, justement, par rapport à l'agriculture de Rapadosa, ce sont justement les femmes qui sont des ONG fondées par des femmes. Donc là aussi, ce qui commence à être bien, et ça s'est vu aux Journées européennes de développement, c'est que l'implication de la société civile, et notamment des femmes, dans tout ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, il s'agit des premiers, je dirais, intéressés, les premiers bénéficiaires, les premiers à engager dans l'histoire. Tant que tous les accords, serait juste un accord diplomatique, ça ne sert strictement. On est sur un sujet où la menace mondiale elle est réelle. On est sur des sujets techniques, je dirais, de viabilité, de vitalité aujourd'hui. Donc ces personnes qui s'en occupent, en premier lieu, c'est d'abord les femmes. Et non seulement c'est d'abord les femmes qui s'en occupent de tout cela, mais pour le futur, parce que c'est eux qui assurent l'éducation, souvent des enfants aussi. Donc, et là, tant qu'on n'a pas compris que ça passe par là, je ne dis pas les associer, juste que ça passe par elles, il n'y aura rien de tout cela qui pourra être fait, et le catastrophe, tout le monde en paiera demain. D'accord, donc c'est l'objectif de l'égalité homme-femme et l'objectif de la lutte contre le réchauffement climatique sont des objectifs liés l'un envers l'autre. C'est totalement lié, c'est totalement lié, comme j'ai dit, et c'est même la condition sine qua non, je dirais, pour ma part, de réussite de tout cela. Parce que si on voit bien, par exemple, qu'on voyait, il faut avouer, dans les migrations qui se voient aujourd'hui, vous avez une majorité d'hommes qui partent pour chercher à travailler en main-d'œuvre et tout. Mais qui travaille au pays et qui peut travailler pour le pays, encore plus criant qu'auparavant. C'est vrai. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc, s'il y avait une expression de mitterrandienne à l'époque qui dit aider le tiers-monde de ces pays, c'est d'aider soi-même. C'est tout à fait vrai. Sur le plan rapport pays. Moi, j'y dis aussi responsabiliser et aider les femmes, c'est aider l'humanité. Tout à fait.
Un très beau message d'espoir et d'émancipation et aussi de conscience et de responsabilité. Donc, Andrea, on arrive à la fin de cette émission. Un grand merci pour, je veux dire, ce récapitulatif. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas été à Tour et Taxi, on a vraiment fait le tour avec vous. D'une manière très résumée. Oui, d'une manière très résumée, mais on a eu vraiment, je veux dire, un retour par rapport à tout ce qui est développement durable, égalité hommes-femmes et aussi la lutte contre le réchauffement climatique. J'aimerais bien finir avec vous avec un mot de fin, un message ou une citation à nos téléspectateurs qui nous regardent maintenant ou particulièrement aux jeunes de la diaspora, parce qu'on n'avait pas évoqué la diaspora. Je viens de le faire spontanément. Ouais. En paraphrasant, mais plutôt en rajoutant cette expression, aider les femmes, c'est aider soi-même, d'une part, et autre chose aussi qui est important, que j'ai oublié de dire, c'était sous l'histoire de l'égalité, cette JED, mais aussi et surtout la jeunesse. La jeunesse, bien sûr. Donc, il y a eu beaucoup d'ateliers d'importance, de jeunesse. Et à chaque débat dans le panel, quels que soient les ateliers ou les conférences, dans le panel, il y a toujours un ou deux représentants de la jeunesse. Oui, des organisations de jeunesse. Donc c'est très important. Ouais. Par ailleurs, quand je dis qu'il fallait associer les sociétés civiles et la diaspora, sur ce plan-là, est assez active. Et sachant très bien, pour rappel, que la diaspora, dans l'aide au développement, contribue plus que les aides officielles de tous les bailleurs au développement. Waouh! La diaspora. Très beau message. Le rôle de la diaspora est très important. Donc, est très important. Il y a plusieurs millions d'euros ou de dollars donc, qui est rapporté par la diaspora vers le pays. Donc c'est non négligeable, surtout pour le développement. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir bien les canaliser à ce qu'ils soient aussi efficaces et efficientes comme le voudrait bien faire l'Union européenne. Ouais. Et on est aujourd'hui à ce stade-là, c'est-à-dire qu'on a changé de paradigme, de mode de réflexion. Parce qu'on n'a plus le choix aujourd'hui. Il n'y a pas un plan B. Il n'y a pas de planète B. Il y a le sauvetage de menaces de la planète, de l'humanité, de notre avenir. De la pauvreté, de l'avenir de l'humanité. Voilà. Andrea, un grand merci pour votre présence aujourd'hui. Et on aimerait bien avoir de vos nouvelles, peut-être bientôt, en ce qui concerne la COP23. La COP23, oui, bien sûr. Oui, pourvu qu'on réussisse et continuer à vraiment vous battre pour la planète et pour l'avenir de l'Afrique, tout en étant reconnaissant à l'Union européenne. Contribution. Oui. Merci beaucoup, Andrea. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité.